Aujourd'hui, je reçois Éric Larchevêque, un véritable pionnier des crypto-monnaies. Depuis 2013, il consacre toute son énergie et ses économies à cet écosystème. En fait, pour moi, c'est pas un investissement. C'est-à-dire que je l'ai jamais vu comme un investissement dans le sens où j'attends un retour. Je l'ai toujours vu dès le début comme une réserve de valeur. Et lorsque j'ai décidé de tout mettre en Bitcoin en 2014. Donc 100% de ton patrimoine financier, tu l'as mis... Oui, 95-96%. Éric a notamment cofondé Ledger, une licorne leader du domaine de la sécurisation des crypto-monnaies. Non, Emmanuel Macron ne peut pas, en appuyant sur un bouton, récupérer toutes les sites des gens. Parce qu'on a construit Ledger justement pour que ce type de solution soit impossible et que même moi, avant Emmanuel Macron et qui Éric Larchevêque, en tout cas à l'époque où j'étais chez Ledger, est-ce que j'aurais pu appuyer sur un bouton et récupérer toutes les sites ? Non. Au-delà de ça, Éric est un entrepreneur accompli, il a fondé plus de 10 sociétés, il est aussi juré sur l'émission Qui veut être mon associé et ça a même été un joueur de poker professionnel. Tu penses qu'on ira à 1 million ? Oui, mais le jour où on sera à 1 million, je ne suis pas certain que ce sera une bonne nouvelle pour l'ensemble des citoyens et des habitants des pays occidentaux parce que cela voudrait dire, à mon avis, que l'euro a lâché, que le dollar a lâché. Salut Eric. Salut. Écoute, je suis ravi de t'avoir. Je veux qu'on fasse un petit voyage dans le passé et qu'on revienne au 5 décembre 2013. Ce jour-là, nos amis de la Banque de France publient un communiqué de presse sur le Bitcoin. Je vais le lire et tu vas nous donner ta réaction. N'offrant aucune garantie de sécurité, de convertibilité et de valeur, le Bitcoin présente pas d'intérêt pour une utilisation pour les acteurs économiques au-delà des aspects marketing et publicitaires, tout en les exposant à des risques important. Toi, tu vois ça, qu'est-ce qui se passe ? Alors, quand je vois ça, je suis assez frappé de ce commentaire, non pas parce qu'il est faux, parce qu'effectivement, pas de garantie de convertibilité, oui, mais le fait de dire que fondamentalement, le Bitcoin ne sert à rien, n'apporte rien, m'a fait fortement réagir en me disant, mais en réalité, soit ils n'ont rien compris, soit ils ont tellement bien compris le Bitcoin qu'ils veulent absolument mettre en place un discours négatif pour bloquer son développement. Et quand j'ai vu ça, ça a vraiment cimenté ma croyance que Bitcoin était une alternative, une véritable solution, une monnaie décentralisée basée sur une politique monétaire déflationniste, enfin quelque chose de vraiment nouveau. Et que la Banque de France prenne la peine de répondre avec une telle mauvaise foi, en tout cas c'est la manière à l'époque dont je l'avais perçue, a achevé de me convaincre que je devais absolument m'investir à fond dans le Bitcoin et que c'était l'avenir. Donc ça a eu cette publication de la Banque de France a vraiment eu, je pense, l'effet inverse de ce qu'il voulait, parce que moi je me suis dit, ok, c'est l'avenir. Et lorsque, par la suite, j'ai eu l'occasion de faire la maison du Bitcoin et donc de discuter avec ces personnes-là, je me suis en réalité aperçu que la genèse de ce commentaire était non pas liée à une volonté de nuire, c'est-à-dire de vouloir détruire le Bitcoin en le reconnaissant comme un danger, mais tout simplement basée sur une incompétence et une incompréhension totale de ce que le Bitcoin représentait à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, la Banque de France, en tout cas peu de gens à l'intérieur ont compris, au sein des institutions, Banque de France, Banque européenne, etc., ce qu'est le Bitcoin. Et tous les commentaires négatifs viennent souvent, aujourd'hui, je pense, d'une véritable incompétence et d'une faiblesse d'esprit et d'une paresse totale intellectuelle par rapport à cet ovni pour eux. Et la BCE qui a publié un rapport récemment, enfin, c'est 2 chercheurs de la BCE, et ils disaient que le Bitcoin ne servait à rien, comme d'habitude, et qu'en plus, ça finançait le terrorisme. Ça, c'est un peu une critique récurrente qui revient tout le temps. Ça, c'est depuis 2012-2013, on entend cette critique. Et effectivement, le Bitcoin a été et est utilisé pour des activités criminelles comme n'importe quelle monnaie. Cependant, il a été démontré par des études très sérieuses que c'était uniquement un tout petit pourcentage qui était utilisé dans ce cadre-là et que de toute manière, même les institutions de gendarmerie, de recherche, de police reconnaissent que le Bitcoin est en réalité un outil plutôt intéressant pour sa traçabilité, puisque ce n'est pas une monnaie anonyme, c'est pseudonyme, et qu'elle permet de récupérer en général, enfin de tracer les auteurs des différentes malversations et qu'au final, utiliser du Bitcoin pour financer du terrorisme, c'est complètement ridicule. Enfin, et donc, cet argument a été démonté depuis longtemps. Et donc, c'est assez dingue de voir qu'en 2024, on continue d'utiliser cet argument, on
continue d'utiliser l'argument du Ponzi, ça veut dire que malheureusement, les personnes qui ont pourtant des positions qui devraient les amener à s'intéresser un minimum à ce type d'actifs n'ont toujours pas compris ou alors sont de totale mauvaise foi. Mais j'ai plutôt tendance à penser qu'ils ne peuvent pas comprendre parce que quand tu es payé pour ne pas comprendre quelque chose, c'est très difficile de le comprendre. Et j'imagine qu'on continuera de recevoir de tels commentaires de la BCE dans les années qui viennent. Tu as parlé de Ponzi. On peut s'attendre à ce que des gens qui travaillent chez des régulateurs ou qui viennent vraiment du monde, on va dire, de la bureaucratie qui fait tourner l'Europe ou les États, aient une position assez anti-innovation, anti-Bitcoin. Si on regarde du côté des investisseurs, notamment de Warren Buffett, qui est quelqu'un qu'on admire beaucoup, on a même son petit buste derrière moi. Lui, il a dit que le Bitcoin, concrètement, c'était un Ponzi. Oui, tout à fait. Et que, en fait, on espérait que quelqu'un d'autre allait nous l'acheter plus cher. Comment c'est possible que quelqu'un qui soit aussi bon investisseur ne comprenne pas? Est-ce que c'est nous qui ne comprenons pas, du coup, ou c'est lui qui se trompe complètement? Je pense que pour pouvoir comprendre le Bitcoin, il faut un petit peu désapprendre tout ce que l'on sait, puisque c'est un actif qui est tellement différent qui, à mon sens, représente un véritable challenge intellectuel et la nécessité d'investir beaucoup de temps pour justement comprendre pourquoi il a une utilité et là où se trouve sa valeur, dans le réseau, dans l'effet de réseau, dans la confiance. Et l'argument de réduction ad Ponzum, en fait, peut s'appliquer à n'importe quoi, puisque à partir du moment où j'ai quelque chose et que je souhaite le revendre, il faut quand même que je trouve quelqu'un qui va l'acheter. Et là, on peut se dire qu'une action correspond à un outil productif qui va générer un dividende, etc., des flux, mais le Bitcoin, lui, a une sorte de contrepartie qui est liée à la confiance, à l'effet réseau, un petit peu comme l'or, puisque l'or, de toute façon, a une valeur aussi qui est depuis des siècles. Je ne pense pas que Warren Buffett considère que l'or est un Ponzi, et ce n'est pas l'usage industriel de l'or ou en joaillerie qui fait sa valeur. Il fait sa valeur parce qu'on a confiance dans l'or, parce qu'on sait qu'il y a une masse relativement limitée. Et pour le Bitcoin, c'est exactement pareil. Donc, je pense que je pense qu'il ne souhaite pas comprendre parce que cela ne l'intéresse pas, tout simplement. Et on ne peut pas lui en vouloir, on ne peut pas s'intéresser à tout, on ne peut pas être bon partout. Et cela ne retire en rien ses qualités d'investisseur. Il y en a un autre investisseur, c'est plutôt un entrepreneur qui est critique du Bitcoin et qui pourtant a eu un impact assez fondamental sur la façon dont on utilise la technologie, c'est Bill Gates. Lui, il a dit que le Bitcoin utilise plus d'électricité que n'importe quelle autre méthode connue par l'humanité. Oui, à la transaction. Oui. Ouais, à la transaction. Et donc, cette critique du coût de fonctionnement du réseau et donc du coût de l'impact sur l'électricité, elle revient aussi assez souvent. Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Alors, c'est probablement vrai. C'est-à-dire qu'après, tout dépend de ce que l'on compare. Si on prend le système bancaire complet avec toutes les agences, les énormes buildings, je ne suis pas sûr à la fin que le coût de la transaction, les coûts électriques de la transaction est si différent que cela. J'avoue que j'en sais rien. Donc, tout dépend de ce que l'on prend en comparaison. Mais il est évident que d'une manière générale, si on regarde Bitcoin et le nombre de transactions qu'il peut faire par seconde, à peu près 7, par rapport à toute la masse d'usage derrière, les mineurs, enfin... Oui, ce n'est pas un système qui est efficace, surtout si on le compare à Ethereum, par exemple, avec le Proof of Stake. Mais si on veut un système décentralisé, fiable, qui soit extrêmement résilient, qui résiste à toute censure, c'est le prix à payer. Et en réalité, la vraie question à se poser, ce n'est pas tellement de faire une remarque sur le coût de la transaction, le coût électrique de la transaction, mais de se dire, est-ce que l'humanité en a besoin ou pas? Alors, au même titre que, par exemple, les avions, ça consomme beaucoup plus de CO2 par personne pour faire un voyage. Est-ce qu'on en a besoin ou pas? La réponse est oui, parce qu'on a besoin de croissance, on a besoin de productivité, on a besoin de faire tout un tas de choses, et donc se déplacer plus rapidement, c'est important. Et au niveau monétaire, avoir un actif donc décentralisé qui permet de recréer de la confiance, et qui permet d'avoir qui permet d'avoir à tout citoyen en fait une solution de conservation de fonds indépendante de tout État, est un droit humain fondamental. Et donc pour moi la réponse est oui, Bitcoin n'est pas parfait, oui ça consomme probablement beaucoup d'énergie, mais au final, si ça existe, c'est simplement parce que l'humanité en a besoin et que cela joue déjà et va jouer un rôle de plus en plus important au niveau des différents citoyens. Donc pour moi, c'est pas une aberration. Toi, tu as commencé à investir en 2013. 13, oui. Ouais. Tu as une idée de tes performances?
Non, parce qu'en fait, alors, oui, enfin, elles sont très bonnes, mais j'ai pas. En fait, pour moi, c'est pas un investissement. C'est-à-dire que je l'ai jamais vu comme un investissement dans le sens où j'attends un retour. Je l'ai toujours vu dès le début comme une réserve de valeur. Et lorsque j'ai décidé de tout mettre en Bitcoin en 2014, c'est-à-dire vendre tous mes euros, casser mes assurances vie et vraiment faire all-in en Bitcoin. Donc 100% de ton patrimoine financier, tu l'as mis Oui, 95, 96%. Parce qu'il me faut toujours des euros, enfin bien sûr. quand même. Et donc oui, moi je suis all-in en Bitcoin et je ne recommande cela à personne. Hein. Ce n'est pas du tout un conseil d'investissement parce que moi, si je l'ai fait, c'est parce que j'ai vu le Bitcoin, encore une fois, non pas comme un investissement, mais comme une réserve de valeur. Mais moi, j'ai été le type de personne à avoir des lingots d'or avant ou des pièces d'or, ou en tout cas, je n'ai jamais eu confiance dans l'euro, dans les monnaies. Pour moi, une monnaie a une durée de vie limitée. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, enfin impossible à dire. Et j'ai toujours considéré que la monnaie allait s'écrouler. Je ne comprends pas pourquoi l'euro ne s'est pas écroulé, pourquoi le dollar ne s'est pas écroulé, alors qu'il y a plein d'indicateurs macroéconomiques qui devraient le précipiter dans sa chute. Et pourquoi est-ce qu'on a encore confiance dans le dollar? Cela me semble complètement hallucinant. Et donc, c'était pour moi plus une décision de sauvegarde qu'un investissement. Donc, et en réalité, si je dois réfléchir en retour sur investissement, je le réfléchis basé en Bitcoin. C'est-à-dire que par moment, je dois vendre des Bitcoins pour pouvoir faire des achats ou pour pouvoir investir dans des startups, par exemple. Ou, bon, en fait, je m'aperçois que si vraiment je voulais faire de l'investissement, il faudrait que je fasse rien et je garde tout en Bitcoin parce qu'à la fin, le nombre de Bitcoin ne fait que diminuer. Parce que même si après je rachète en Bitcoin, vu que le Bitcoin monte, forcément, c'est pas gagnant. Après, le but, c'est quand même de faire vivre l'économie et d'investir et de faire tout un tas de choses. Et moi, le but, c'est pas de mourir avec plein de Bitcoin, ça n'a aucun intérêt. Mais clairement, d'un point de vue investissement et retour, la seule chose que je regarde, c'est combien j'ai de Bitcoin. Et en fait, c'est comme ça que je vois l'évolution de mon patrimoine avec une base Bitcoin et pas du tout une base euro. D'ailleurs, si vous voulez faire comme Eric et commencer ou continuer à investir en Bitcoin, mais aussi dans d'autres cryptos, vous pouvez le faire directement sur Finari. C'est l'application que j'ai créée. Ça vous permet de déposer des euros de façon gratuite. Ensuite, vous pouvez acheter à frais réduits du Bitcoin, de l'Ethereum et 25 autres crypto-monnaies. Vous pouvez faire soit des ordres programmés, soit acheter instantanément. Et vous pouvez même placer ces cryptos afin de générer du yield et donc avoir des revenus passifs en plus. Et d'ailleurs, petit bonus, on vous fournit le relevé fiscal afin que la déclaration d'impôt soit facile. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur l'App Store, vous téléchargez l'appli et vous essayez. Allez, on retourne au talk. C'est quoi le plus gros risque aujourd'hui pour le Bitcoin? Je pense que le plus gros risque n'est pas technologique, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans que le réseau a été attaqué dans tous les sens et qu'il est extrêmement résilient. Et on peut éventuellement penser au risque d'ordinateurs quantiques et de casser la cryptographie quantique. Mais bon, je pense qu'on en est quand même assez loin et d'un point de vue pratique, c'est pas du tout pour demain. Je pense qu'on est à plusieurs dizaines d'années et encore. Donc pour moi, en tout cas, c'est un risque théorique, mais qui n'est pas prêt d'arriver. Donc le risque du minage, de fait de se dire quelqu'un va prendre 50%, etc., je ne crois pas parce qu'il y a quand même une distribution du nombre de mineurs assez important et les agrégats sont des pools de mining et les mineurs peuvent quand même décider d'aller ailleurs. Tu peux rappeler le rôle des mineurs dans la chaîne de valeur Bitcoin? Oui, le rôle des mineurs est tout simplement de valider les transactions et d'assurer la sécurité du réseau. Et il y a une attaque théorique qui dit que si un acteur possède 51% de toute la puissance de calcul du réseau Bitcoin, il pourrait potentiellement faire des doubles transactions ou annuler des transactions. Il ne pourrait pas détruire le réseau, il pourrait juste le mettre à mal et donc casser cette confiance. Mais la confiance étant le plus important, cela pourrait amener à une baisse des cours. Aujourd'hui, je pense que en fait, les vrais risques, le vrai risque sur le Bitcoin, c'est guerre nucléaire totale. Je pense que là... un risque pour l'humanité, en gros. C'est plus un risque pour l'humanité, mais en tout cas, si on admettons qu'il n'y a plus d'électricité, plus rien, bon, là, le Bitcoin, effectivement, il ne va pas servir à grand-chose. Donc, je pense que dans ce cadre-là, la réserve de valeur, en fait, est inférieure à l'or. Parce que là, pour le coup, je pense qu'avec de l'or, tu pourras toujours acheter des tanks ou autre chose, alors que le Bitcoin, à mon avis, ne sera pas fonctionnel. Le deuxième risque... c'est il y a
potentiellement un risque de régulation au sens où si on passait sur un État totalitaire, le Bitcoin pourrait être interdit. On pourrait imaginer, ça aurait un coût politique extrêmement élevé, mais théoriquement, ce serait possible. Il ne s'arrêterait pas, mais en tout cas, il viendrait tellement ce serait un outil qui serait dangereux d'utiliser, et donc ça pourrait présenter un véritable risque. Et enfin, non, je vois pas de scénario en fait assez classique dans lequel le Bitcoin s'arrête. Est-ce qu'un jour il serait remplacé par autre chose? Pourquoi pas? Mais peut-être est-ce qu'en 2140, lorsqu'il n'y aura plus de Bitcoin qui seront émis par les mineurs, est-ce que ça va s'arrêter? Je ne crois pas, parce qu'il y aura toujours des transactions et donc les frais de transaction resteront importants. Donc on aura un réseau dans quelques dizaines d'années qui sera très très coûteux d'utiliser. Donc clairement, ce ne sera pas une monnaie dans le sens où on ne va pas acheter son pain en Bitcoin. Après, il y a les Layer 2, enfin, il y a tout un tas de solutions qui seront mises en place. Donc non, je vois pas de risque facile et simple sur le Bitcoin, à part vraiment act of God, guerre thermonucléaire, changement politique radical, enfin quelque chose qui de toute façon mettrait au second plan, quelque part, l'importance du prix du Bitcoin. Tu as parlé de l'or que tu avais avant. Est-ce que tu l'as vendu pour acheter du Bitcoin? En fait, je l'ai vendu parce que j'avais de l'or qui était dans des coffres au Luxembourg et il y a vraiment longtemps. Et quand la banque a plus voulu travailler avec moi, elle m'a forcé en fait à vendre les lingots. J'ai pas pu les récupérer. Donc là, j'ai compris qu'en fait, c'était pas si simple que ça de posséder de l'or, à part l'avoir peut-être chez soi. Et donc j'étais obligé de les vendre. Et en fait, ça m'a rassuré dans l'importance du Bitcoin et le fait que l'on possède vraiment ces Bitcoins. Et aujourd'hui, le Bitcoin, pour moi, est le pinacle de la possession d'un actif financier. Il n'y a pas plus physique pour moi que le Bitcoin, qui va à l'inverse de ce que les gens se représentent, de monnaie virtuelle, que ça n'existe pas. Et pour autant, le Bitcoin est la chose la plus physique qui soit en matière de possession monétaire. C'est vrai que, petite anecdote, je pense que la première fois que je fais une transaction avec un ledger, je me suis dit, c'est vraiment la première fois que je contrôle quelque chose de A à Z et que je suis vraiment propriétaire. Ouais, que tu le possèdes, et c'est un sentiment c'est assez fort. C'est un sentiment très fort. Et je pense que c'est seulement à partir du moment où on fait cette expérience qu'on peut avoir cette épiphanie et comprendre à quel point le Bitcoin peut jouer un rôle fort et important dans notre vie de citoyen. Complètement. Du coup, tu as investi en 2013, tu as vu émerger énormément de projets. Tu as parlé d'Ethereum, mais il y en a eu des dizaines d'autres. Oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui. Tu aurais pu démultiplier tes bitcoins en faisant l'ICO d'Ethereum, par exemple. Alors, j'ai fait l'ICO d'Ethereum. Pour rappel, c'était quoi le prix à l'époque de l'Ethereum? Alors, j'ai eu 20 000 Ether pour, je pense, 5 bitcoins. Voilà. Alors, que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose de tout à fait... 20 000 Ether, ça vaut combien aujourd'hui 20 000 Ether? Alors, aujourd'hui, je pense que là, je ne sais pas, ça vaut 80 millions. 80 millions, ouais. Moi, je crois que c'est 4 millions. Ouais, 80 millions de dollars, en tout cas, ça, c'est sûr. Et à l'époque, c'était 5 bitcoins, et les 5 bitcoins, à l'époque, devaient valoir 500 ou 600 euros pièce. Donc, c'était l'équivalent de moins de 5 000 euros, en tout cas. Et, plutôt une bonne affaire. Et donc, j'ai fait cet ICO, j'ai récupéré ces 20 000 Ethers peut-être 18 mois après, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, c'était en 2000, début 2017, je crois. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Ether est passé de 0 à 10 $. Et c'était le all-time local. J'ai tout vendu. J'ai tout converti en Bitcoin. Et pendant un an, j'ai eu raison. Puis après, voilà, ça a complètement explosé. Mais donc, la leçon là-dessus, c'est que la seule manière, et aujourd'hui, j'en suis convaincu, de gagner de l'argent, enfin, vraiment faire du rendement en crypto, c'est d'acheter et d'oublier. Tout le reste, tu ne peux que perdre. Tu ne peux pas battre le marché, ou alors, il y a des gens qui font du trading. C'est un métier. Voilà, c'est un métier. Et dire, voilà, je vais acheter des machins, des trucs et revendre et faire de l'intraday, ça, c'est la meilleure façon de tout perdre. Et je pense que de toute façon, il y a plein de gens qui ont eu des bitcoins tôt, mais qui les ont vendus quand ça atteint 1000 $. Pizza Guy. Mais oui, quand tu fais x1000 ou x100, enfin,
À un moment, soit il y a deux choses, soit tu as la foi totale, un peu comme moi, que le Bitcoin représente le futur, voilà, pour faire simple, et donc tu vois ton net worth en Bitcoin, soit tu considères que c'est un investissement et tu attends un retour, et là, tu fais x10, tu vends, tu vois, enfin, à un moment, tu attends quoi? Et donc, c'est pour ça que les seuls gens qui ont des bitcoins, qui ont eu beaucoup de bitcoins en 2013, 2012, qui en ont encore, sont soit des gens qui les ont oubliés, perdus, ils les ont retrouvés par hasard 10 ans après, soit qui étaient des absolutistes et qui avaient une foi totale dans le bitcoin. Mais tous les autres, à un moment ou à un autre, ont vendu. Parce que on vendu une très grosse partie. Parce que quand tu fais x10, x100, x1000, je veux dire, c'est complètement normal. Toi, tu avais besoin tu pouvais subvenir à tes besoins par ailleurs. Tu n'avais pas besoin de cet investissement en Bitcoin? Non, parce que j'avais mes startups, mes entreprises d'entrepreneurs. J'avais un petit salaire et j'ai pas un gros train de vie. Donc, j'ai pas besoin de financer un train de vie particulier avec du Bitcoin. Donc, non, c'est pour ça que j'ai... la seule fois où j'ai vendu pas mal de Bitcoin, la seule et unique fois où j'ai vendu beaucoup de Bitcoin, c'est-à-dire pas genre 0,1%, mais peut-être 20%, c'est lorsque j'ai dû racheter des actions Ledger suite à la sortie de Maïf en 2017. On a eu l'opportunité de racheter des actions Ledger en sachant que ça ferait fois 10 quelques mois plus tard. Donc, je me suis relué dans Ledger. Alors, j'ai fait le calcul en me disant, tiens, si... Et franchement, alors ça dépend bien sûr, parce que Ledger n'a pas fait d'exit. C'est une boîte non cotée. C'est une boîte non cotée. Mais si Ledger fait une exit à 100 milliards, je pense que j'aurais été largement gagnant. Mais si ça fait une exit à quelques milliards, je ne suis pas sûr. Parce que le Bitcoin a quand même beaucoup augmenté. Donc comme quoi, si, en fait, là, encore une fois, ça revient à l'aspect fondamental d'acheter et de garder. Pour autant, je ne regrette absolument pas cette décision parce que l'objectif, c'était d'investir dans l'entreprise, d'être présent, de me reluer et encore une fois, d'avoir une action productive parce que juste acheter des bitcoins, attendre et puis mourir, bon, c'est pas très sympa comme vie non plus. Récemment, BlackRock a lancé l'ETF Spot Bitcoin. BlackRock et plein d'autres, Fidelity. Oui. Qu'est-ce que ça t'a inspiré comme news? Ça a eu un impact fort sur le prix? C'est un impact fort. L'ETF, on l'attend depuis très longtemps. Je me rappelle de la première décision pour les frères Winklevoss sur leur premier ETF. Qui ont essayé pendant des années. Et qui ont essayé pendant longtemps. Et lorsque la SEC avait refusé, tout de suite, le Bitcoin avait chuté. Et il y a toujours un discours de se dire « Ah oui, mais le Bitcoin est dévoyé parce que l'écran financier Wall Street arrive et en prennent possession. » Il y avait déjà eu ce discours en 2017, puisque ce n'était pas les ETF, mais les hedge funds, New York, Wall Street, qui investissaient et voulaient faire du rendement avec le Bitcoin et la crypto en général. Moi, mon positionnement a toujours été de dire que ça ne change absolument rien. Que BlackRock ou pas BlackRock, qu'il y ait des hedge funds ou pas de hedge funds à Wall Street, le Bitcoin continue d'exister. Cela ne m'empêchera en rien d'avoir des Bitcoins, de les utiliser comme je le souhaite. Et cela n'affecte pas la capacité de Bitcoin à être Bitcoin. Cela crée beaucoup de volatilité sur le prix. Donc ça c'est un autre sujet. Et d'un point de vue purement spéculatif, le fait qu'il y ait plus de liquidité, plus de pression à la hausse avec l'arrivée des ETF est forcément quelque chose dont tout le monde se réjouit. Je pense même les bitcoins maximalistes qui refusent toute forme d'existence gouvernementale doivent quand même se réjouir que dans le monde réel, leur bitcoin a plus de valeur et que donc il peut faire plus de choses. Et donc au final, pour moi, il n'y a pas d'impact de changement de philosophie et à aucun moment BlackRock va décider de la pluie et du beau temps sur le Bitcoin, puisque de toute façon, ce n'est pas eux qui vont décider d'acheter ou de vendre. C'est quand même, ça appartient à des gens, ça ne leur appartient pas. Et la seule groupe de personnes sur Terre qui pourrait avoir un impact à ce niveau-là, mais bon, c'est Satoshi Nakamoto qui posséderait 1 million de Bitcoin. Qui n'ont jamais bougé. Qui n'ont jamais bougé. Et c'est vrai que là, on parlait des risques tout à l'heure. J'avais pensé de le mentionner, puis après, j'ai oublié. Si demain, Satoshi Nakamoto se réveille et dit « je vends 1 million de Bitcoin », alors, c'est un risque financier de prix, mais pas de fonctionnement du Bitcoin. Mais ça pourrait créer des remous très importants qui pourraient
créé pas mal de bazar. Bon, cependant, là, ça reste très, très théorique, puisque, a priori, si on grande le rasoir d'Occam, et la solution la plus simple, c'est que il n'y a plus de Satoshi Nakamoto. Donc, il est peu de chance et peu probable qu'on voit un jour ces bitcoins bouger. Toi, tu penses que c'est qui, Satoshi? Je sais pas. J'en sais rien. J'ai jamais essayé de chercher ou de savoir ou de m'intéresser, d'essayer de déterminer qui était, parce que cela n'a aucune importance en réalité. Alors évidemment que c'est intéressant d'un point de vue historique, qu'on peut avoir cette curiosité, mais à la limite, si je pouvais appuyer sur un bouton et connaître son identité, j'appuierais pas. Parce que je préfère ne pas le savoir, parce que ça correspond à l'éthos de Bitcoin. Et moi, je peux que m'incliner devant l'intelligence de Satoshi Nakamoto d'avoir décidé de ne jamais donner son identité. Peut-être qu'il l'a fait parce qu'il pensait qu'il serait à risque personnel, mais le véritable impact de ne pas savoir de qui il s'agit a permis d'avoir une technologie neutre qui n'a pas une coloration particulière et qui n'est pas ramenée à quelqu'un qui serait le dieu vivant ou qui aurait un pouvoir particulier sur Bitcoin. Si demain Satoshi Nakamoto revient, à part pouvoir dumper sur le marché tous ces Bitcoins, il ne pourrait rien faire de particulier, il n'aurait aucun pouvoir sur Bitcoin en tant que tel. Alors je pense qu'on l'écouterait s'il disait des choses, mais au final, il n'aurait pas plus de pouvoir qu'un autre. Le prix actuel du Bitcoin, c'est aux alentours des 70 000 $. Est-ce que ce prix il a du sens au vu de tout ce que tu as dit sur l'importance de cette monnaie? Oui, je pense qu'il a du sens. Il représente le fait qu'il y a plus de pression à l'achat qu'à la vente, et porté par les ETF. Il y a le halving qui va arriver dans quelques jours, et on va continuer de voir des évolutions et je pense, beaucoup de secousses sur le prix du Bitcoin, parce qu'en général, après le halving, il y a toujours des gens qui veulent prendre leurs bénéfices. Tu peux rappeler ce que c'est le halving? Le halving, donc tous les 4 ans, le réseau Bitcoin divise par 2 le nombre de Bitcoins qui sont émis sur le réseau. Au début, lorsque Bitcoin a été créé, il y avait 50 Bitcoins qui étaient émis toutes les 10 minutes, et tous les 4 ans, ça divise par 2. Et donc, ça permet d'avoir une courbe asymptotique qui tend vers 21 millions de Bitcoins. C'est pour ça qu'il n'y en aura jamais plus. Et donc, dans quelques jours, le 20 avril, le Bitcoin, l'émission du nombre de Bitcoin va être divisée par 2, et donc ça va créer encore un assèchement supplémentaire du nombre de Bitcoin mis sur le marché, et donc techniquement une pression à l'achat encore plus forte et une augmentation du prix. Cependant, comme tout le monde le sait, il y a une sorte de pricing qui est fait à l'avance, et c'est toujours buy the rumor, sell the news. Donc après le halving, il y a des chances qu'il y ait des secousses et que le prix baisse. Cependant, après, mécaniquement, la pression à l'achat va continuer quoi qu'il arrive, et donc le prix va monter. Et moi, ma prédiction personnelle, mais qui n'engage que moi, c'est qu'on dépassera les 100 000 $ avant fin 2024. Ça, c'est une prédiction que je fais déjà depuis un certain temps, et ça a l'air d'aller dans le bon sens. Mais d'ici là, il va y avoir des secousses. Et donc à la question, est-ce qu'il faut acheter maintenant? J'en sais rien. En tout cas, le meilleur moment d'acheter, c'est maintenant, toujours. Et pas forcément attendre. Donc, si on veut rentrer sur les marchés, c'est peut-être de le faire de façon séquencée, pas tout mettre d'un seul coup, mais mettre un certain montant toutes les semaines, DCA, etc. ouais. Le DCA pour, évidemment, essayer d'éviter de lisser la volatilité, parce que, une chose est sûre, il y aura beaucoup de volatilité dans les jours et les semaines qui viennent. Tu penses qu'on ira à 1 million? Oui, mais le jour où on sera à 1 million, je ne suis pas certain que ce sera une bonne nouvelle pour l'ensemble des citoyens et des habitants, en tout cas des pays occidentaux, parce que cela voudrait dire, à mon avis, que l'euro a lâché, que le dollar a lâché. Et certes, nous, bitcoiners, on pourra, entre guillemets, se réjouir d'avoir eu raison et de profiter d'une capacité, d'un pouvoir d'achat qui aura été conservé. Mais je pense que pour la plupart des citoyens et des personnes, ce sera terrible. Donc, je n'ai pas spécialement envie d'avoir raison sur ce niveau-là. Mais oui, pour moi, il est inéluctable mécaniquement que le Bitcoin vaille un jour 1 million de $, parce que il est inéluctable mécaniquement que le dollar et l'euro, un jour, ne valent strictement plus rien. Tu es très coloré Bitcoin, tu es un personnage public, tu as une notoriété qui est vraiment énorme. Est-ce que tu as eu des problèmes avec les banques
quand tu devais financer des achats traditionnels Bien pour sûr. avoir des crédits Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai eu des fermetures de comptes, alors surtout à titre professionnel. Ouais. Quand on a fait la maison du Bitcoin, lorsqu'on a fait Ledger, c'était une véritable catastrophe. J'ai des lettres de fermeture de comptes que j'affichais même dans mon bureau chez Ledger. On a eu énormément de mal, énormément de difficultés à avoir le droit au compte, à avoir des comptes en banque. Donc on a dû passer par des banques qui n'étaient absolument pas aptes à gérer les flux que l'on avait. Donc ça a été des moments plutôt difficiles. À titre personnel, j'ai travaillé avec une banque, la Société Générale au Luxembourg, depuis assez longtemps, où je les ai un petit peu aidés à comprendre le Bitcoin en leur expliquant que j'avais surtout des positions en Bitcoin et que s'ils voulaient travailler avec moi en tant que banque privée, il était important qu'ils puissent accepter que par moment, je fasse des ventes de Bitcoin pour pouvoir ensuite aller en euros. Et donc, j'ai pu créer une relation de confiance avec cette banque, les aider à évoluer sur leur perception du Bitcoin, notamment au niveau de la gestion du risque, etc. Et aujourd'hui, voilà, je peux travailler avec elle et d'autres personnes qui sont exposées, en tout cas en Bitcoin, aussi travaillent avec cette banque. Puisqu'à partir du moment où on peut évidemment démontrer l'origine des fonds. des Bitcoins, il n'y aura pas de problème. Mais clairement, oui, sur mes autres comptes, ça a été très très compliqué et j'ai dû justifier. Les banques aujourd'hui ne sont pas du tout aptes à travailler avec des personnes qui sont des bitcoiners ou qui sont dans la crypto d'une manière générale. Et tout mouvement vers Kraken, Coinbase ou autre est vu comme suspect. Et donc, c'est un véritable sujet, hein, même pour CoinHouse. Parfois, les banques y attendaient. Non, n'envoyez pas votre argent là-bas, c'est dangereux, vous allez perdre de l'argent. Donc, il y a toujours une méconnaissance assez forte de la part des banques sur ce sujet. On l'a régulièrement avec Finari d'ailleurs, où des banques demandent des justificatifs pour protéger le client lorsqu'ils veulent déposer de l'argent pour investir en crypto. Donc c'est assez paradoxal, alors que tu vois, nous on est enregistré à AMF. D'ailleurs, la Société Générale est même agréée PSAN, donc peut-être que c'est grâce à toi. Je pense que c'est deux choses, c'était très grand, hein, Société Générale. Ouais. Mais bon, t'as dû quand même faire du remous parce que c'était. Oui. Alors, je pense pas que en tout cas, j'ai dû aider à aller dans le bon sens. Voilà. C'est sûr. Oui. Est-ce que tu as d'autres investissements hors Bitcoin? Oui. Hors startup? Non. Voilà, mes investissements, c'est. Alors, encore une fois, pour moi, c'est pas un investissement, le Bitcoin, mais en tout cas, mon patrimoine financier, c'est Bitcoin. Et puis ensuite, des parts dans des startups que j'ai fondées. Et là, c'est mon patrimoine professionnel, hein, notamment avec CoinHouse et Ledger. Et puis ensuite, tous les investissements que j'ai pu faire. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur la fin du dollar, de l'euro, qui pour toi est inéluctable. Ce serait quoi les raisons qui pousseraient cette fin? Les mêmes raisons qui ont poussé d'autres monnaies vers la fin, à savoir que la planche à billets, qui est donc détenue et gérée par un pouvoir politique ou des banques centrales, n'a pas de limite. Et à partir du moment où on peut continuer d'imprimer de l'argent, forcément, on va avoir tendance à apporter des réponses simples à des gros problèmes. Les réponses simples, ça va être imprimons plus d'argent, finançons par l'État toutes les problématiques que nous rencontrons, et elles sont nombreuses, amènent à creuser la dette. La dette est de plus en plus importante. Elle devient à la limite insoutenable. C'est-à-dire que bientôt en France, par exemple, le premier poste de dépense sera le remboursement des intérêts de la dette. Et d'une manière générale, plus on se retrouve avec des dettes importantes, plus on se retrouve à créer une masse monétaire importante pour pouvoir répondre à cette problématique. Donc, il faut rembourser. Donc, on fait plus d'argent, etc. On l'appelle comme on veut, mais à la fin, c'est la planche à billets. Ça crée énormément d'inflation. Et l'inflation, c'est une arme politique très forte, puisqu'elle permet de s'approprier les avoirs des citoyens de manière très, on va dire, indolore, puisque en baissant leur pouvoir d'achat, on s'approprie finalement les ressources. Et le citoyen, lui, n'y peut rien. Ce n'est pas une augmentation des impôts, c'est quelque chose de très pervers. Et plus on rentre dans ce cycle, plus, à un moment ou à un autre, des partenaires extérieurs qui travaillent avec l'Europe ou les États-Unis vont perdre la confiance dans le dollar, puisque ce sera une monnaie de singe. À un moment ou à un autre, elle n'aura plus de valeur.
eux vont dire pourquoi acheter de la dette donc, de ces pays-là, pourquoi détenir des dollars. Donc ils vont essayer de les vendre. Et aujourd'hui, si on prend le dollar, qui est quand même la plus grande monnaie dans le monde, les États-Unis ont toujours à chaque fois fait en sorte de protéger leurs intérêts via des guerres qui leur permettent d'assurer que tous les achats de pétrole se font en dollars et donc de forcer tout le monde à travailler en dollars et donc de forcer tout le monde à acheter de la dette des États-Unis, etc. Mais à un moment ou à un autre, ça va s'effondrer. Il y a quand même une évolution géopolitique avec la Chine, avec la Russie. La Russie a été dédollarisée complètement, elle ne s'est pas écroulée. Aujourd'hui, elle gère sa propre économie et elle n'est pas en train de crever la gueule ouverte. Donc, ça veut dire qu'il y a une vie possible sans le dollar. Et à un moment, on va dire que la puissance géopolitique et la puissance monétaire va peut-être un petit peu changer de camp. Et si le dollar perd la confiance par rapport à ses autres partenaires, l'Europe aura beau essayer d'aider, ça ne fonctionnera pas. Et donc, le dollar va s'enfoncer en fait dans une perte de valeur. Et est-ce qu'il y aura un nouveau dollar? Est-ce qu'il y aura... On a eu l'ancien franc, le nouveau franc, on a passé à l'euro. Enfin, les monnaies sont dynamiques et le cycle est inéluctable. Une monnaie finit toujours par mourir. Et donc, peut-être qu'il y aura un nouveau dollar avec un New Deal et que en nouveau dollar, le Bitcoin vaudra plus que, je sais pas, 1000 $. Mais en tout cas, en ancien dollar, il vaudra 1 million. Et donc, tout ça pour dire que si on n'a que des avoirs en dollars ou en euros et qu'on ne s'est pas protégé autrement, et il n'y a pas que le Bitcoin, il y a l'immobilier, il y a la forêt, il y a des terrains, enfin, il y a plein de choses. Alors, on est quand même à risque et je pense surtout aux personnes qui ont économisé toute leur vie, qui attendent la retraite, qui vont se retrouver avec rien, puisque les retraites, de toute façon, à mon avis, ne seront pas là et les économies auront été complètement asséchées par l'inflation. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même très triste. Et j'espère que ceux qui entendront ce podcast se poseront la question de savoir, OK, peut-être que j'ai intérêt à investir dans l'immobilier, dans... acheter de la forêt. Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a que la crypto, que le Bitcoin, c'est juste plus simple. Mais en tout cas, c'est une vraie question. Il est important de se poser ces questions-là et de se rendre compte que l'euro et le dollar ne sont pas des constantes infinies et qu'à un moment ou à un autre, il y aura un vrai problème qui se posera. Pourquoi tu penses que l'immobilier et la forêt, c'est des bons hedges contre la fin de l'euro et du dollar? Parce que, comme disait Mark Twain, les terrains, on n'en fera plus. Donc, à un moment, le fait de posséder de l'immobilier, alors ça dépend, il y a aussi de l'immobilier spéculatif, hein, c'est compliqué. Mais en tout cas, par exemple, pour posséder 1 hectare de forêt, voilà, pour faire simple, je veux dire, les hectares de forêt, ils font que diminuer. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose qui a tendance à se développer. Ça pousse pas trop. Ouais. Ça pousse pas trop, c'est lent. Et c'est liquide, parce que c'est un investissement qui me semble très sain. Alors, il n'y a pas forcément un rendement important, hein, c'est 2%, je pense, une forêt, parce qu'il y a l'aspect synégénétique, l'aspect de sylviculture, donc la chasse et la coupe, mais c'est que dalle. Par contre, à long terme, encore une fois, c'est un hedge contre l'inflation et le fait de pouvoir posséder quelque chose qui aura toujours une valeur. Est-ce que toi, tu es survivaliste? Non. C'est-à-dire, alors, peut-être, je ne sais pas, j'hésite. Parce que là, tu as ta forêt, tu as ton Bitcoin. Oui, j'ai ma forêt, j'ai mon Bitcoin, je suis chasseur, j'ai des ports d'armes, donc j'ai des armes. Et je pense qu'il est important de pouvoir vivre le maximum en autonomie. Cependant, avoir un bunker, avoir des trucs, des vivres... je pense que c'est un aspect un peu romantique du survivalisme, parce que la réalité, c'est qu'on ne survit qu'en groupe. Alors, s'il y avait un problème, il faut tenir un mois, ok. Mais admettons qu'il y a une guerre civile, qu'il y ait vraiment un événement terrible, là, il faut se mettre en groupe, il faut se mettre en petite société, et donc, il y a un aspect de survivalisme, mais qui, pour moi, ne peut pas fonctionner en mode « j'ai un bunker, j'ai de quoi tenir ». Parce qu'à un moment, quelqu'un tombe malade, à un moment, il y a un problème, à un moment, tu finis par être coincé. Et donc, il faudrait plutôt travailler en petit village qu'autre chose. Mais cependant, je n'exclus pas qu'un jour, on se retrouve dans cette situation. Donc, je comprends les gens qui sont survivalistes. Je n'en suis pas un moi-même parce que je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour répondre à cette problématique. Mais je reste assez
conscient des difficultés et qu'un jour il y a une guerre civile ou quelque chose de vraiment bizarre qui puisse se passer, fait partie d'une réalité tout à fait probable. Et donc, j'essaie de m'y préparer en tout cas un petit peu. En tout cas, j'y suis préparé psychologiquement, ça c'est sûr. Donc c'est à Vierzon que tu créeras une commune autonome. Ouais. Alors c'est en Sologne, à 20 minutes de Vierzon. Voilà, tout à fait. Vierzon, c'est le berceau du Ledger. En tout cas, il y a une attache très particulière. Je me souviens je ne sais pas si c'est encore le cas, mais avant, il y avait marqué. Non, c'est plus le cas, mais il y a marqué. En fait, il y avait marqué Paris, Vierzon, San Francisco. C'était tout marrant. À fait. C'était un clin d'œil. C'était un petit clin d'œil. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne un ledger ? Alors, quand on possède des bitcoins, ce qu'on possède réellement, c'est une clé privée, c'est une information. Et le principe de s'identifier sur un réseau décentralisé, qui n'a rien à voir avec la notion d'identité civile, ni même la notion d'un mot de passe, puisque comme la base de données est décentralisée, partagée par tout le monde, on ne peut pas utiliser un mot de passe qu'on va donner au serveur et qu'il va vérifier. Hein. C'est ce qu'on fait d'habitude quand on se connecte sur n'importe quel service. Là, on va se baser sur une autre approche qui est de démontrer qu'on connaît un secret, mais sans jamais le révéler. C'est vraiment ça la base de la cryptographie asymétrique. Donc ça, on passe par une signature. Et en fait, pour comprendre comment est-ce qu'on peut prouver qu'on connaît quelque chose, mais sans le démontrer, enfin sans le révéler, bien, prenons une image, un exemple. Tu connais le jeu, je crois que c'est Where is Charlie ? Et tu as une grande photo et tu as Charlie qui est quelque part. Eh bien, l'idée, c'est de révéler, c'est du zero knowledge en fait, ce principe, c'est tu révèles que tu connais où se trouve Charlie. Donc, je te prouve que je sais où il est, mais pour autant, je ne te donne pas l'information de où il est. Alors, comment on fait ? Tu vas sortir de la pièce. Je vais prendre une énorme feuille de papier qui va recouvrir l'image dans laquelle se trouve Charlie. Et je vais découper juste le contour de Charlie. Évidemment, la feuille que j'ai est largement plus grande que l'image qui est en dessous, donc on n'est pas capable de deviner quoi que ce soit. Et quand tu reviens, je te montre, dis voilà, Charlie est là. Tu peux voir que effectivement, j'ai découpé un petit contour et on voit où est Charlie. Et pourtant, je t'ai pas révélé où était Charlie. Et donc, c'est exactement pareil avec la notion de clé privée. On révèle qu'on le connaît, mais on démontre qu'on connaît la clé, mais sans jamais la révéler et la partager. Et donc, c'est ça la notion de propriété. Et donc, il faut bien qu'on puisse avoir cette clé privée dans un ordinateur quelque part pour pouvoir la manipuler, mais pour autant, on doit être dans une enceinte extrêmement sécurisée. Et donc, le device Ledger qu'on appelle hardware wallet, c'est un ordinateur sécurisé basé sur de la carte à puce qui assure la sécurité de cette clé privée et qui permet de créer une enceinte complètement sécurisée et qui isole la clé privée du reste du monde et donc permet de faire des transactions sans avoir le risque que cette clé privée soit exfiltrée, parce que si on fait ça sur un téléphone, un ordinateur, comme c'est du gruyère, on se ferait voler sa clé privée et donc game over. Et donc voilà, Ledger, c'est le coffre-fort pour les cryptoactifs qui permet de sécuriser sa clé privée. Ledger a des concurrents, Trésor, mais il y en a aussi d'autres. Qu'est-ce qui fait que ce soit l'entreprise leader et de très loin sur ce marché ? Je pense qu'il y a la simplicité de l'usage, le Ledger Nano S, qui est le produit, pas le premier produit de Ledger, mais en tout cas le premier produit qui a vraiment connu un grand succès international, qui a été vendu à plus de 5 ou 6 millions d'exemplaires dans le monde. Ça coûte combien aujourd'hui un Nano S ? Aujourd'hui, je sais pas. Je crois que c'est aux alentours des 100 euros. Non, c'est moins cher. Je pense que ça a peut-être 80 euros. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. C'est même moins que ça en fait. C'est le Nano X qui est un petit peu plus cher. Mais bref, il faudra regarder. Il faudrait que je regarde. Allez voir sur ledger.com. Voilà, c'est ça. Ouais, je sais. Combien coûte une baguette de pain ? Je sais pas. Le ticket de métro. Le ticket de métro, voilà. Genre le mec qui a perdu complètement la réalité. Tu aurais répondu en Bitcoin. Ouais. Et donc, c'était un... Pourquoi est-ce que ça a été... Pourquoi est-ce que ça a fonctionné ? C'est qu'en fait, quand on a créé Ledger en 2014, pendant 2 ans, on a vraiment fait le tour du monde pour parler de Ledger, parler de nos produits. Alors, ça ne marchait pas, on ne faisait pas de vente. Mais quand, en 2017, il y a eu une explosion de la crypto, on a été les premiers à intégrer Ethereum, qui était aussi un des vecteurs de croissance. Et donc, le fait d'avoir des apps et la capacité de gérer d'autres cryptoactifs, ce que les autres ne faisaient pas, ou mal en tout cas, nous a permis de prendre le marché. Et on a continué ensuite de garder cette avance et de développer avec un outil simple qui, en plus, a
Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui ait fait la différence. Mais en tout cas, le grand avantage technologique de Ledger, c'est qu'il est basé sur la carte à puce, c'est-à-dire des éléments sécurisés qui apportent de vraies garanties physiques sur le fait qu'on ne puisse pas extraire de manière adverse la clé privée. Est-ce qu'utiliser un browser wallet comme MetaMask, c'est suffisant? Si on l'utilise avec Ledger, c'est très bien. Mais si on l'utilise sans Ledger, ça veut dire que la clé privée se trouve dans la mémoire de l'ordinateur et donc on prend un risque inconséquent. Ledger, ça repose sur la confiance, en fait, sur la confiance du client dans la technologie. Ouais, on peut dire ça, effectivement. En fait, ça repose dans le fait qu'on on a une technologie qui est éprouvée, qui est aussi éprouvée par des tests et des audits externes. Donc, c'est pas juste c'est pas juste quelqu'un qui dit que. Il y a tout un tas de process qui ont été mis en place pour démontrer qu'on ne peut pas extraire les clés privées de manière adverse du device. Et on a aussi en interne, évidemment, des équipes qui n'arrêtent pas d'attaquer nos propres produits parce que le business de Ledger est basé effectivement sur la capacité de pouvoir garder les clés privées sécurisées, mais donc de garder cette confiance. Oui. Il y a eu des failles chez Ledger. Une première qui était, de mémoire, 2018, sur le Shopify, le site commercial de Ledger. Oui, il y a une faille en fait chez Shopify qui a impacté le Ledger sur son site d'e-commerce avec une fuite de données qui a permis d'exfiltrer en fait le nom email d'1 million de clients et nom email adresse pour quelques dizaines de milliers de clients. Adresse postale. Postale, oui, tout à fait. Donc ça, c'est une faille qui a été faite chez Shopify. C'était une attaque interne à Shopify. Comment vous avez géré ça? C'est forcément une catastrophe, parce que peu importe si c'est pas de notre faute, parce que c'est un tiers, enfin bref, à la fin, c'est quand même nous, et donc il faut gérer. Et quand on est une entreprise de sécurité qui a une faille de sécurité, c'est très problématique. Et donc, il faut assumer, il faut gérer, et puis il faut ensuite essayer de rétablir la confiance. Alors, je pense que évidemment que c'était pas agréable et qu'il y en a qui nous ont voulu, qui nous en veulent toujours, parce que bien sûr que c'est impactant d'avoir son nom, son adresse qui soit révélée, surtout quand on possède des cryptoactifs. Mais cependant, les gens ont bien compris qu'il y avait une différence entre la sécurité du device lui-même et ce qui s'est passé chez Ledger, que donc cet incident n'a pas eu d'impact à long terme sur la capacité à Ledger de pouvoir continuer de vendre ses produits. Donc ça a écorné la marque Ledger, mais cela n'a pas impacté son business. Il y a eu un hack plus récemment, l'exploitation d'une autre faille sur le Connect Kit qui était de mémoire en décembre 2023. Il y a $600 000 qui ont été dérobés. D'ailleurs, je crois que Ledger a annoncé qu'ils allaient rembourser ou qu'ils avaient déjà peut-être remboursé les victimes. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là? Non, parce que je n'étais pas là. J'ai pas, en fait, j'en sais pas plus que toi là-dessus, puisque moi, je suis plus opérationnel chez Ledger depuis 2019 et après 2021, je suis plus en fait président du board. Donc là, j'ai pas d'informations autres que celles qui ont été diffusées par Ledger. Donc c'est un souci sur le logiciel à un moment qui a permis de faire une exploitation. Donc à aucun moment les clés privées n'ont été révélées. Mais donc c'est une sorte d'attaque un petit peu différente qui a très rapidement été gérée, mais j'ai pas plus de détails. Est-ce que les gens remboursent? J'en sais rien du tout. J'ai lu pas mal d'interviews de toi, mais aussi d'autres gens qui travaillent maintenant chez Ledger, qui disaient qu'il y avait régulièrement des appels au support client ou des messages de gens qui disaient voilà, j'ai perdu ma clé privée, je peux plus, ma recovery, je peux plus accéder. Et du coup, Ledger a mis en place un système pour une possibilité que eux aussi stockent une partie de la recovery. Alors oui, ce dont tu parles, en fait, c'est que tu as ta clé privée qui est dans le device et la question, c'est qu'est-ce qui se passe si je perds mon device Ledger. Donc cette clé privée est représentée par 24 mots qui sont écrits sur une pièce de papier ou qui sont gravés sur du métal et il faut absolument conserver ces 24 mots.
ça pose un certain nombre de problèmes et de difficultés qui sont inhérentes inhérentes à la décentralisation et au fait qu'on doit gérer soi-même ses propres comptes. Parce qu'il n'y a personne en fait, à qui on peut aller réclamer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on doit gérer ça soi-même. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas capable de le gérer ? J'égare ma clé privée, enfin je fais une connerie. Qu'est-ce qui se passe si je meurs ou si je suis dans l'incapacité de pouvoir accéder ou d'expliquer à mes proches ? Donc la notion de la transmission est un sujet énorme et qui aujourd'hui, jusqu'à présent, n'était pas résolu. Et donc Ledger, dans son objectif de devoir et de pouvoir proposer des solutions qui soient accessibles au plus grand nombre et donc de créer une adoption de marché la plus large possible, qui soit basée sur un ethos de décentralisation et pas d'utiliser Coinbase ou d'autres de manière centralisée. Ledger a souhaité proposer une solution qui permette d'adresser et de résoudre le problème de la gestion de la recovery et donc de sauvegarde des 24 mots. Et a mis en place donc un produit qui s'appelle Recover, voilà, c'est ça, Ledger Recover, et qui permet d'assurer la gestion sécurisée du backup des 24 mots. En gros, il y a 24 mots, c'est divisé en 3 x 8 et c'est envoyé dans 3 juridictions différentes. Et à chaque fois, et si on veut les récupérer, on fait appel à l'identité civile. C'est-à-dire qu'on va prouver de manière notariale qu'on est bien la personne qui avait fait cette sauvegarde initiale. Et donc, en cas de perte ou en cas de succession, il existe, on peut se raccrocher aux lois des différents pays pour retrouver l'accès aux 24 mots et donc assurer la récupération, la transmission. Et ça a été plutôt mal reçu. Pourquoi ? Et ça a été extrêmement mal reçu. Ça a généré un bordel très important qui a, pour le coup, écorné la marque Ledger et impacté aussi le business. Pourquoi ? Parce que, et c'est un problème plus psychologique que technique, à partir du moment où on a expliqué aux gens que le device pouvait, en quelque sorte, exfiltrer la clé privée, c'est-à-dire qu'elle était encryptée à l'intérieur, divisée en 3 morceaux et ensuite envoyée par des canaux sécurisés à différentes choses, mais que, d'une manière générale, peu importe, il y ait cette notion que la clé privée qui était dans le device puisse sortir, même encryptée, cela a en fait cassé l'idée que les gens se faisaient qu'il était impossible physiquement que la clé privée, d'une manière ou d'une autre, puisse sortir. Ce qui est une notion qui a probablement été, à tort, à raison, parce que des fois, c'est pas facile d'expliquer les choses, mais une notion qui a été poussée par Ledger en disant, si vous avez un device Ledger, ça peut pas sortir. Parce qu'à un moment, il faut expliquer les choses simplement. Pour autant, d'un point de vue physique, c'est un ordinateur. Et si on programme l'ordinateur pour dire que la clé privée doit s'afficher sur l'écran, par exemple, c'est possible. Il n'y a pas de truc magique qui empêche ça. Et nous, on expliquait que ce n'était pas possible parce qu'on codait un firmware qui empêchait l'exfiltration adverse de la clé privée. Et du reste, c'est ce qui fonctionne depuis bientôt 10 ans. Et jamais une clé Ledger ne s'est faite hacker de cette façon. Et donc, avec les réseaux sociaux, des réactions assez émotives, plus le fait que Ledger a très mal géré l'annonce du produit, ça a leaké avant, enfin je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais bref, c'était un gros bordel. Ça a créé une situation extrêmement compliquée pour Ledger, qui a dû se mettre sur la défensive et expliquer comment fonctionne le device et pourquoi, en fait, pourquoi le fait de pouvoir exfiltrer la clé ne remettait pas en cause tout ce que l'on avait dit avant. Bon, long story short, certains ont compris, d'autres ne veulent pas comprendre, en fait, et continuent de dire que c'est une backdoor, basée soit sur de la mauvaise foi et du troll, parce que c'est toujours sympa de serrer ça les fait marrer, en fait, soit parce qu'en fait, ils comprennent vraiment rien, en général, moins on comprend un sujet, plus on se sent expert dedans. Et donc, ils continuent d'affirmer des choses qui sont factuellement fausses. Pour autant, le recover, donc, c'est pas une backdoor, c'est pas dangereux, ça ne change absolument rien. C'est la possibilité pour un utilisateur qui souhaite le faire de pouvoir sauvegarder sa clé privée dans un système qui lui permettra de la récupérer si jamais il lui arrive malheur ou s'il la perd. Tout simplement. Et la sécurité des ledgers n'a pas changé, le périmètre de sécurité reste le même, et donc c'est plus un problème psychologique qu'un problème technique.
Mais pour autant, c'est un vrai problème qui a impacté Ledger. Et clairement, en fait, probablement ce qu'aurait dû faire Ledger, même si c'était débile et un non-sens, aurait été de dire, ben voilà, il y a les devices normaux qui n'ont pas recover, et voilà un nouveau device qui a recover. Et comme ça, les gens dans leur tête auraient pu continuer de penser que l'un pouvait, l'autre pouvait pas. Mais en fait, on ne l'avait pas fait parce qu'on s'est dit, mais c'est vraiment prendre les gens pour des débiles de faire ça, puisque au final, ça ne change rien, ça n'a pas d'impact. Mais peut-être que c'est ce qu'on aurait dû faire et que ça aurait en fait tout simplement calmé cette peur psychologique. Maintenant, c'est trop tard. Enfin, peu importe, je pense que le temps passe. Les gens finissent par se rendre compte que non, c'est pas une backdoor, qu'il se passe rien, que non, Emmanuel Macron ne peut pas, en appuyant sur un bouton, récupérer toutes les sites des gens. Enfin bref, oui, ça j'en suis sûr. Ce qu'on a construit Ledger justement pour que ce type de solution soit impossible et que même moi, en fait, parce qu'avant Emmanuel Macron et qui il y a Eric Larchevêque, en tout cas à l'époque où j'étais chez Ledger, est-ce que j'aurais pu appuyer sur un bouton et récupérer toutes les seeds ? Non. Et on a construit Ledger pour faire en sorte que ce soit impossible physiquement d'avoir ce type de système. Et toutes les décisions que nous avons prises chez Ledger étaient de nous sortir du système. Et parce qu'il était hors de question que si je passe sous un bus ou que si je me fasse prendre en otage ou je ne sais pas quoi, que d'une manière ou d'une autre, l'existence ou non d'Éric Larchevêque impacte la survie de Ledger. Et donc aujourd'hui, et depuis toujours, Ledger fonctionne comme cela. Donc il est impossible de récupérer, ça n'a aucun sens physique, matériel, de pouvoir penser qu'on puisse exfiltrer les seeds. Il n'y a pas de backdoor, c'est juste pas possible en fait. Vous étiez 3 cofondateurs chez 8 cofondateurs. Oui. Ah, j'ai vu 3 sur LinkedIn. Non, on est 8. 8. Qui est-ce qui a apporté cette expertise vraiment hardware de la cryptographie c'est proche de je veux dire, c'est de la monétique quasiment. Oui, si on veut, oui, de l'univers de la carte à puce. Donc c'est Nicolas Bacca, directeur technique, Olivier Thomas, spécialiste hardware, et Cédric Ménil, spécialiste cryptographie. Ce sont ces 3 personnes qui ont apporté l'expertise de vraiment hardware et embarqué de Ledger et qui ont construit tout le système d'exploitation Bolos qui est là le c'est cœur. C'est vraiment les noms qu'on regrette après. Ah non, mais ça a été... ça, c'est faut l'expliquer à des Américains, ça s'appelle Bolos. Bolos, oui. Mais non, ça, c'est juste l'aspect trollesque de Nicolas Bacca et de ses acolytes, et ça nous est marré. Mais en tout cas, c'est eux qui ont créé toutes les fondations qui sont aujourd'hui utilisées par Ledger. C'est des gens qui sont encore chez Ledger aujourd'hui ? Non, il n'y a plus aucun cofondateur chez Ledger aujourd'hui, ils sont tous partis, d'un point de vue opérationnel. Tu as dit que Ethereum a été, l'intégration d'Ethereum, ça a été un moment clé. Vous avez vu, vous avez intégré énormément de projets. Oui. C'est quoi le projet aujourd'hui qui manque, ou les projets qui manquent selon toi à l'écosystème crypto ? Ou ceux que tu aimerais voir se matérialiser ? Aucune idée. C'est-à-dire, parce qu'il y a tellement de choses que je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de frameworks, d'écosystèmes. J'ai pas l'impression qu'il en manque ou qu'il n'y en ait pas assez. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant, peut-être, ils existent déjà, mais de voir toutes les blockchains en zero knowledge se développer et commencer vraiment à apporter des solutions utilisables en smart contract pour justement permettre à un véritable développement à usage de la finance décentralisée. Avec des smart contracts et des interactions qui permettent de ne pas deviner ce qui va se passer ou de faire, et donc de pouvoir protéger en fait un peu ces données et pour autant utiliser le réseau pour faire des échanges. Mais j'attends plus que certains systèmes, certains frameworks, certains écosystèmes se développent plutôt que d'en rajouter encore un. Parce que je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'encore un autre écosystème. Après, peu importe, c'est la main visible du marché qui va faire la différence. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'attente particulière ou de manque particulier. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de projets intéressants qui existent et qui doivent se développer. Et ce serait bien que les développeurs se concentrent déjà dessus
plutôt que de se diluer dans 1000, 2000, 3000 projets différents où chacun va essayer de récupérer l'épingle du jeu, quoi. Il y a une narrative ou un type de projet qui sont les real world assets qui existe depuis assez longtemps en fait, mais qui a l'air de beaucoup plaire sur C'est la tokenisation. C'est la tokenisation, ouais. Ça, c'est depuis le début, ça. Mais là, ça a été repris aussi par des institutionnels, vu que Larry Fink disait que c'était absolument génial, c'est le patron de BlackRock. Oui, mais parce qu'en fait, ils ont créé un nouvel acronyme, les RWA. Avant, on parlait de tokenisation, de tokeniser des biens immobiliers, de tokeniser... C'est tokens non fongibles, en fait. Bah, oui, c'est ça. C'est token. Enfin, on associe quelque chose qui existe dans le monde réel mais on en parle depuis longtemps. Je me rappelle des premières conférences que je faisais sur le Bitcoin, même en 2014, où on parlait de la tokenisation des cadastres. Oui, on en parle encore. Et donc, dans les pays, au Venezuela, ou je sais pas quoi, alors bon, tout ça, je pense qu'en fait, il s'était rien passé, mais tout le monde s'est mis dans l'idée qu'on allait utiliser la blockchain pour tokeniser les cadastres et donc assurer la traçabilité, éviter donc... que des informations disparaissent ou que des officiels passent un terrain d'une personne à l'autre. Mais donc non, ça a toujours existé. Aujourd'hui, la tokenisation est certainement toujours un véritable sujet d'avenir parce que depuis 10 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. En fait, aujourd'hui, personne n'achète ses maisons de manière tokenisée. La tokenisation des actifs et enfin des actions des entreprises, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a les frameworks qui sont un peu... Mais ça ne va pas jusqu'au bout. Permettre à tout à chacun de pouvoir avoir dans son portefeuille des morceaux d'un immeuble, d'une action Tesla, de je ne sais pas quoi. Bien sûr que c'est génial et c'est l'avenir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de régulation parce qu'il faut faire des ponts entre... les actifs du monde réel, des brokers, ceux qui vont tenir les registres, ceux qui vont émettre les tokens, enfin, avec la traçabilité, le KYC, le AML, enfin, tout ce qui est connaissance client, lutte contre le blanchiment, c'est l'enfer. Donc, on peut juste espérer, idéalement, ce serait qu'on puisse tout fonctionner sur une blockchain avec... c'est le problème, le vrai problème des RWA, puisque c'est le terme à la mode, c'est la régulation, de toute façon. Parce qu'à un moment, on a besoin d'avoir quelqu'un qui fait le pont entre l'actif réel et la blockchain. Et c'est là où ça devient compliqué. Et c'est pour ça que depuis 10 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Tu disais tout à l'heure que tu investissais dans les startups. Tu as aussi investi ou co-créé une école qui s'appelle AlgoSup. Oui. Pourquoi tu as ressenti ce besoin ? Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. Moi, là-bas, je suis ingénieur en microélectronique. Donc, je suis plutôt technique. J'ai recruté beaucoup d'ingénieurs. Et on a toujours eu cette difficulté à recruter de bons ingénieurs. Et je me suis dit que une des manières de répondre à cette problématique, alors qu'on a besoin de plus en plus de bons ingénieurs qui soient prêts à bosser dans l'entreprise, une des manières de répondre, c'était de créer une école. Et donc, avec Franck Janin, Natacha Boez, on a créé AlgoSup en 2020. Là, c'est maintenant la 4e année. Et on forme des développeurs généralistes qui auront pour ambition d'être VP Engineering, CTO, le tout en 5 ans, en anglais, à Vierzon. Et on veut vraiment former des élites du dev et du développement informatique. Ouais. On va passer aux questions du public. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur notre forum aux invités. Donc, vous aviez pas mal de questions pour Eric. La question qui est énormément revenue, c'est quoi ? C'est de savoir si ta carrière de joueur de poker t'a aidé dans ta carrière d'entrepreneur. Alors oui, bien sûr. J'ai énormément appris et parfois je me suis retrouvé à des tables avec des négociations et visuellement je me voyais à une table de poker. Donc qu'est-ce que m'a appris le poker ? C'est la gestion du stress, la gestion de ses émotions, la capacité de pouvoir écouter et voir tout ce qu'il y a autour pour prendre des décisions à l'instinct, l'analyse des signaux faibles. Et la gestion du risque, c'est au poker que j'ai appris que pour être prêt à tout gagner, il faut être prêt à tout perdre. Et dans l'entrepreneuriat, il y a énormément de similitudes. Et ma carrière de poker donc, m'a été extrêmement utile pour ma carrière d'entrepreneur. Et j'ai parfois pris des décisions très carrées et violentes, donc en me mettant vraiment à risque. Grâce à l'expérience que j'ai pu avoir au poker en me disant que la personne en face n'allait pas suivre parce que je détectais avec ces signaux faibles que j'avais l'ascendant et donc je pouvais me permettre de prendre cette position par exemple.
C'est quoi les concepts précis du poker? C'est le calcul de l'expected value, par exemple, que tu... Alors, il y a énormément de choses. Je pense que tous les joueurs de poker n'ont pas la même approche et n'ont pas la même façon de calculer et de prendre en compte les différentes informations. Mais quand tu joues au poker, en fait, donc au Hold'em, tu racontes une histoire, en réalité. Et tu dois raconter une histoire qui a du sens et tout ce que tu fais, c'est-à-dire tes mises, le temps de réaction. Donc, si c'est du poker live, donc en face à face, un petit peu comment tu te comportes. Tout ceci donne des informations et quelqu'un en face te raconte une histoire et après tu analyses tous les éléments et donc il peut y avoir bien sûr des aspects plus statistiques de calcul d'expected value en disant voilà, dans 2 fois sur 3 j'ai tort, etc. Mais après là j'ai l'impression que puisqu'il a fait ça avant, peut-être qu'il n'a pas et donc la probabilité qu'il ait tort en fait c'est plus importante. Mais après, comme je sais qu'il sait que je sais qu'il va faire comme ça, peut-être qu'il l'a fait pour me m'induire en erreur. Donc, c'est donc un jeu qui est extrêmement complexe et qui n'a du reste pas été résolu mathématiquement. Il n'y a pas d'IA qui puisse jouer parfaitement au poker, ça n'existe pas. Et donc, il y a tellement de manières d'aborder le jeu que chacun en fait va faire son style. Et en tout cas moi c'était vraiment beaucoup les signaux faibles et c'est pour ça que je jouais beaucoup en live, en casino, en tout cas sur des lieux physiques et pas tellement en ligne. Une autre question que je veux lire. Eric, je t'ai entendu dire dans un podcast que si le Bitcoin n'allait pas au-dessus de $100,000, j'imagine, ça allait être compliqué pour Ledger. Pourquoi ? Oui, bien sûr, parce que Ledger est une entreprise qui a levé beaucoup d'argent, qui donc a fixé comme objectif de devenir une entreprise qui aura une market cap à 10 milliards ou même 100 milliards. Donc, pour y arriver, doit prendre énormément de risques et investir. Et donc, par exemple, le Stax, qui est un nouveau hardware wallet, a une vraie rupture en matière de conception hardware avec beaucoup de risques. Et donc, ça a été très compliqué. C'est pour ça qu'il y a eu des retards. Et donc, Ledger a été amené à prendre beaucoup de risques en innovant, en faisant beaucoup de choses, donc en recrutant aussi beaucoup. Et donc, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et la seule manière de pouvoir réussir à passer, c'est que Ledger doit vendre plus de produits. Et pour que Ledger puisse vendre plus de produits, c'est quand même assez mathématique. Il faut que le marché des cryptos soit en augmentation. Et clairement, si soit on est en bull run, on dépasse les 100 000, et auquel cas Ledger va très bien se porter et ça va bien se passer. Soit, en fait, on n'est pas en bull run et à l'inverse, on va plutôt aller à la descente et on va repartir pour 2 ans de vache-mec de galère. Et là, le chiffre d'affaires et les ventes ne seront pas suffisantes pour que Ledger puisse tenir. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se recapitaliser, relever de l'argent, mais dans un environnement hyper adverse. Et donc, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, la situation est plutôt bonne pour Ledger parce que le marché remonte et donc forcément pousse le chiffre d'affaires à la hausse, mais aussi ça pousse... l'appétit des investisseurs à la hausse. Enfin bref, donc ça remet dans une dynamique positive. Mais Ledger a toujours été et est toujours assez contraint par le marché sur lequel il est assis. Mais c'est aussi le cas de Coinbase, c'est aussi le cas de beaucoup de ses acteurs, de CoinHouse. Enfin, c'est la difficulté d'une entreprise comme Ledger, c'est que impossible de faire un business plan sur 3 ans parce que c'est... Ouais, et puis on ne sait pas. Enfin, personne ne sait rien. On peut juste espérer que. Mais si demain on passait en bear market et que on est à un prix de 10-20 000 $ pendant 3 ans, et c'est tout à fait possible, là, pour Ledger, c'est très, très, très compliqué. Mais pas que pour Ledger, c'est l'ensemble du secteur. D'ailleurs, tu as parlé de CoinHouse, il y avait une question dessus. CoinHouse conserve et sécurise les cryptos via un système de cold storage de Ledger. Oui. Cette solution est-elle un rempart efficace, voire suffisant, pour se passer d'une clé personnelle Ledger ? Alors, d'un point de vue technique, oui. C'est-à-dire que les bitcoins qui sont protégés chez CoinHouse ne risquent pas d'être volés, en tout cas, puisqu'il y a derrière des niveaux de protection qui sont même supérieurs en fait, au device Ledger, dans le sens où c'est quoi l'avantage ? C'est-à-dire que si quelqu'un vient chez toi, t'attache au radiateur et commence à te taper dessus, tu vas pas donner ton ledger. Donc, c'est un peu l'inconvénient de tout garder chez soi. Donc, en mettant chez CoinHouse, et en plus, tu peux pas perdre ta clé. Tu t'abstrais de beaucoup de problèmes qui puissent arriver. Cependant,
Pourquoi est-ce que les gens utilisent quand même Ledger et pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas chez CoinHouse? C'est qu'il y a une question... Ou chez un exchange Ou chez un centralisé. exchange centralisé, c'est qu'il y a quand même une question d'éthos, de se dire le Bitcoin, la crypto est fait pour être décentralisé. Et on pourrait imaginer un cas extrême où quelqu'un, il a ses cryptos dans un échange centralisé et du jour au lendemain, il est sur une liste de personnes que le gouvernement a décidé de bannir. Par exemple, à un moment, t'es russe, t'as rien demandé à personne, Poutine déclare la guerre, voilà, et donc t'es sur une liste en fait où tu peux plus récupérer tes cryptos parce que t'es considéré comme une personne à risque, etc. Et donc là, t'es foutu. Donc il y a ce genre de risque en fait qui existe toujours. Et pour certaines personnes, ce risque est juste insupportable. Pour d'autres, c'est un risque qui est tout à fait acceptable et qui préfèrent dire « Ok, je ne les garde pas, je les mets chez CoinHouse ». Et je fais une différence entre CoinHouse et un exchange centralisé, c'est-à-dire que CoinHouse, parce que je sais comment ça fonctionne, est complètement régulé, il y a un contrôle prudentiel, c'est-à-dire que CoinHouse ne peut pas se barrer avec la caisse, c'est juste pas possible. On ne peut pas se retrouver dans une situation comme FTX, les bitcoins qui sont les cryptos qui sont chez CoinHouse ne peuvent pas être utilisés pour aller faire des investissements, je sais pas quoi, il y a une vraie ségrégation des comptes avec des audits en permanence. Donc, il ne peut pas y avoir en fait de situation la FTX avec CoinHouse. Cependant, ça reste un échange centralisé. Et si demain, le gouvernement français dit que toi, non, tu ne peux pas accéder à rien parce que tu es sur une liste noire, et c'est pas que les cryptos, c'est aussi les banques, c'est absolument tout, là, tu es fichu. Alors que si tu les avais chez toi sur un ledger, tu ne demandes rien à personne, et là, tu es vraiment dans l'éthos de la décentralisation, et c'est quand même la base. Mais ensuite, il faut assurer de où est-ce que je mets mes 24 mots, comment je gère ma sécurité personnelle, qu'est-ce qui se passe si je les perds, qu'est-ce qui se passe si je meurs. Voilà, c'est un arbitrage en fait à faire. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, il n'y a pas de problème chez CoinHouse, c'est extrêmement bien sécurisé. Pour finir, je pose toujours la même question aux invités, c'est qui donnent un conseil aux investisseurs qui veulent mieux gérer leur patrimoine et spécifiquement qui veulent gérer leur patrimoine et s'exposer à la crypto d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu leur recommandes? Je recommande déjà de n'investir en crypto que ce qu'ils sont prêts à perdre et de mettre un pourcentage, petit pourcentage, 5-10% de leur patrimoine investissable. Pourquoi? Parce que la pire des choses qui puisse arriver, c'est qu'à un moment, on doit vendre alors que le marché est en baisse. L'investissement en crypto n'a de sens que sur le long terme. Et donc, mon conseil, au-delà de ça, c'est d'investir en DCA. Contacter par exemple CoinHouse et ils ont dit voilà, gérez-moi ça, voilà, je vous fais un virement ou je vais... Ou Finari. Ou Finari, si tu veux. Et tu gères tout ça. Et ensuite, et après, d'oublier. Et de voir ça vraiment comme sur de long terme. C'est quoi le long terme pour toi? Je sais pas, 5-10 ans. Enfin, c'est pas 100 ans, mais c'est pas 2 ans. Parce qu'il y a de la volatilité, ça monte, ça descend. Et si vous mettez un montant trop important en crypto, vous avez pété un câble. Parce qu'à un moment, ça va baisser, vous n'allez pas supporter, vous n'allez pas dormir de la nuit. Et c'est à ce moment-là on fait des conneries. C'est pour ça qu'il est important de ne pas mettre un montant relatif trop important et de considérer à la limite que c'est perdu. Et de se réveiller 5-10 ans plus tard et de se dire ok, là, qu'est-ce que je fais en fonction de ses besoins personnels. Et ensuite, à la question de savoir qu'est-ce qu'on achète. Moi, je dis 100% en Bitcoin. Après, ça, c'est moi. Après, sinon, si vraiment vous faites 60-70% en Bitcoin, 20-30 Ethereum et puis 10 Casino, quoi. Toi, tu fais exactement l'inverse de ce que tu recommandes, mais tu l'avais dit que tu ne recommandais à personne de prendre le risque. Oui, bien sûr. Que tu as pris. Voilà, moi, je ne recommande à personne de faire ce que je fais parce que c'est irresponsable. C'est-à-dire que c'est pas du tout, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Enfin, c'est... Mais justement, est-ce que il y a des moments où tu as douté? Ah, jamais. Non, jamais. Et même quand le Bitcoin s'écroulait et que ça redescendait... Et donc, forcément, je pouvais voir mon net worth, mon patrimoine, en fait, changer de façon énorme. Alors, je m'en foutais, mais royalement. Parce qu'en fait, la seule chose que je regardais, c'était mon nombre de Bitcoin. Celui-là, il bougeait pas. Ça, il bougeait pas. Merci beaucoup, Eric.